2020 sera donc assurément une année marquante aussi bien en termes de vente que pour l'avenir du Jump. De grands changements sont encore à prévoir, les éditeurs auront bien plus la pression des résultats et ça va être passionnant à suivre. Cette phrase marquait la conclusion de mon bilan pour l'année 2019 du Shonen Jump, un ton qui sonnait déjà alarmant, certains m'avaient même reproché d'être peut-être trop pessimiste à ce moment-là, et pourtant, le temps m'a très rapidement donné raison. Au-delà de ce foutu coronavirus qui a chamboulé énormément de secteurs dans le monde entier, en réalité, vous allez voir qu'il n'a que très peu impacté l'année du magazine. Ce sont en majorité de mauvais choix éditoriaux qui, à mon sens, ont fini par faire de 2020 l'une des pires années du Shonen Jump. Sans plus attendre, je vous propose de faire le point après le générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme prévu pour le bilan de l'année 2020 du Weekly Shonen Jump. Autant répondre directement à la question avant qu'elle revienne X fois dans les commentaires. Non, je ne reprendrai pas les vidéos hebdomadaires sur le Jump. Mon avis sur ce dernier n'a pas changé depuis ma vidéo où je vous annonçais l'arrêt de l'émission, donc voilà. Malgré tout, je me devais de vous réaliser une grosse vidéo bilan sur l'année 2020, car comme vous le savez, elle a été énormément mouvementée. Que ce soit le catalogue du magazine en tant que tel, les records d'un certain manga, la fin d'un règne, les flops de l'année ou encore quelques belles surprises, car oui mine de rien, il y a aussi du positif à relever de cette sombre année. Pour ce faire, on commencera dans un premier temps par faire le bilan des mangas qui n'ont pas intégré le classement cette année, on passera ensuite au fameux classement annuel en tirant une analyse et des statistiques détaillées pour chacun des mangas, puis je vous partagerai mes attentes pour l'année 2021. Bref, sur ce, commençons donc par la partie hors classement qui, je le rappelle, regroupe chacun des mangas qui n'ont pas intégré le classement cette année pour X ou Y raison. Il s'agit tout simplement des mangas bénéficiant d'un statut particulier au sein du magazine et qui ne sont donc pas soumis au vote des lecteurs, de ce fait, ils ne prennent naturellement pas part au classement. Revenons par exemple sur le cas de Hunter x Hunter. Le célèbre manga emblématique du magazine n'a toujours pas donné le moindre signe de vie depuis novembre 2018. Yoshihiro Togashi s'est donc offert entre guillemets sa plus longue pause depuis les débuts de la série en enchaînant encore une fois 48 absences cette année. Au-delà de souligner l'attente très frustrante pour les fans d'Hunter x Hunter, la situation est d'autant plus préoccupante lorsque l'on prend en compte le fait que on nous partage aucune nouvelle quant à l'avenir du manga depuis maintenant 2 ans. Personnellement, je pense que le manga reprendra un jour, et j'espère bien d'ici quelques mois car le Jump en a bien besoin en ce moment, on va pas se le cacher. D'autant plus que la reprise de la prépublication du manga serait également marquée par la sortie du 37e volume de la série, qui est déjà bouclé depuis sa dernière apparition dans le magazine. On enchaîne avec 2 cas plus anecdotiques on va dire, notamment celui de Beast Children qui ne sera apparu qu'une seule fois cette année en raison de sa fin. En effet, ce manga centré sur le rugby avait pris fin prématurément dans le tout premier numéro de l'année, pour un total de 3 tomes seulement, un choix d'autant plus regrettable et voire même assez ironique quand on se dit que le Jump ne compte plus aucun manga de sport à l'heure actuelle. Le deuxième numéro de l'année a quant à lui marqué la fin de Tokyo Shinobi Squad, faute d'une popularité jugée insuffisante au Japon, aussi bien en termes de classement que de vente, même si cela n'a pas empêché son arrivée en France quelques mois plus tard chez Kazé. Une annonce qui ne m'a pas plus surpris que ça, car il faut savoir qu'en général, les licences des nouveautés du Jump au fort potentiel sont souvent achetées assez tôt par les éditeurs. Un gros risque pour devancer la concurrence qui ne paye pas toujours malheureusement. L'un des gros points positifs de l'année nous vient bien entendu des débuts de Burn the Witch. La nouvelle série très attendue de Taito Kubo, auteur de Bleach, a même eu droit à un bel accueil du public puisque son premier tome s'est écoulé aux alentours de 200 000 exemplaires, devançant au passage les ventes actuelles du dernier tome de Black Clover, histoire de vous donner une idée. Un pari réussi pour la Shueisha qui voit sa belle promo récompensée puisque je vous rappelle que Burn the Witch a même eu droit à une adaptation animée sous forme de film. Ajoutez à cela 6 pages couleurs dont 2 doubles dans le Jump pour mettre en avant ses 4 premiers chapitres, il n'y a que du positif à relever. Et comme si cela ne suffisait pas contre toute attente, une suite a été annoncée pour le manga, qui devrait donc réapparaître très prochainement dans le magazine, et en attendant, sa licence en France a été annoncée chez Glénat. On va passer à quelques nouveautés qui n'ont pas eu assez de classement pour que je puisse les prendre en compte, comme la comédie High School Family de Ryo Nakama, malgré ses 16 apparitions depuis son lancement, dans le numéro 40, on peut déjà noter que les éditeurs lui ont réservé un traitement assez particulier puisque la série a eu droit à 3 doubles chapitres. Le numéro suivant avait quant à lui lancé la série Our Blood House, signée Kazuka Kazu. 12 chapitres parus pour 4 classements seulement, il est donc logique de ne pas compter cette série dans le top, bien qu'on ait tout de même pu constater qu'elle était déjà en difficulté sur ses premiers classements. Encore plus récent, on retrouve la nouveauté Bill King et ses 3 petits chapitres étant donné qu'elle avait démarré dans le numéro 50. Pas grand chose à mentionner de plus si ce n'est qu'elle marque le grand retour de Mitsutoshi Shimabukuro, qui est entre autres connu pour son manga à succès Toriko. Et enfin pour clore cette partie, place à la toute dernière nouveauté de l'année en la personne de Sakamoto Days. Il s'agit encore une fois d'une comédie, cette fois-ci signée Yuto Suzuki. Rendez-vous d'ici quelques mois pour faire un nouveau point sur ces 4 nouvelles séries. On va maintenant pouvoir s'attaquer au fameux top annuel qui regroupe la moyenne des classements de chaque manga du magazine, 28 cette fois-ci. Les moyennes représentent leur position dans le Jump tout au long de l'année pour faire simple. Et c'est donc l'une des victimes de l'année qui ouvre les hostilités en encaissant malheureusement sa dernière place.
Cela ne surprendra pas les plus assidus, mais c'est bien Guardian of the Witch qui nous propose le pire bilan de l'année avec cette très mauvaise moyenne de 13,36 en 19 apparitions. Ce Neketsu a rapidement été écarté par les éditeurs suite à une succession de mauvais classements et de ventes assez catastrophiques. Autre gros flop de l'année, Zip Man apparaît à l'avant-dernière place suite à une moyenne tout aussi négative. Cette série fut notamment la première nouveauté de 2020 puisqu'elle avait démarré dans le premier numéro. Autant dire que les éditeurs ont tout de suite flairé son manque de popularité puisqu'ils n'ont même pas attendu la sortie de son premier tome et les retours de ses ventes pour décider de son avenir. Heureusement pour l'auteur Shibata Yusaku, il a rapidement eu l'occasion de rebondir derrière puisque c'est lui qui s'occupe du spin-off de Dragon Quest centré sur le personnage de Havan. Et enfin, pour compléter le trio de fin, on retrouve un certain Samurai 8 de Masashi Kishimoto qui dégringole même de 10 positions par rapport à l'année passée. Plus qu'un flop, c'est un fiasco total et je ne vais pas faire l'affront de relever ces statistiques désastreuses pour le bien des quelques fans du manga qui regarderont cette vidéo. Plus sérieusement, on peut noter que Samurai 8 n'a bénéficié d'aucune mise en avant particulière au cours de cette année, contrairement au forcing effectué en 2019. Malgré son arrêt prématuré et 5 tomes seulement, la France a réservé un très bel accueil à la série puisqu'elle a dépassé les 30 000 exemplaires vendus chez Kana, des chiffres tout simplement énormes à l'échelle du marché français. À la peine depuis ses débuts dans le Jump, A Gravity Boys apparaît logiquement à la 25e place suite à une décevante moyenne de 12,03, 47 chapitres parus pour 27 trios de fin, des ventes insuffisantes, des résultats inquiétants et des éditeurs plutôt cléments sur ce coup. C'est assez rare pour être souligné. Il s'agit très certainement d'un coup de cœur éditorial puisque A Gravity Boys a tout de même eu droit à des réimpressions pour son premier tome, un facteur positif qui n'est malgré tout pas synonyme de survie dans le magazine. Il est devancé par une nouveauté très récente, à savoir Phantom Seer que j'ai choisi d'intégrer au top malgré ses 14 apparitions dont 6 classements à son actif. Contrairement à High School Family qui avait certes débuté à quelques semaines d'intervalle, Phantom Seer n'a pas eu de traitement spécifique à relever donc j'estime que son bilan est déjà plus simple à dresser. En tout cas pour le moment ses premiers pas sont peu convaincants comme nous l'indique son triste 11,67 de moyenne et ses 3 présences dans la zone rouge. Les ventes de son premier volume qui n'est pas encore sorti devraient donc être déterminantes quant à son avenir au sein du Jump. Mon coup de cœur personnel de l'année entre en scène à la 23e position, et oui malgré un scénario et un concept assez prometteur, Time Paradox Ghostwriter n'aura pas fait long feu dans le magazine puisqu'il a même eu droit à une fin prématurée au bout de 14 chapitres. C'est vraiment peu et ça me désole d'autant plus quand on voit d'autres mangas dresser des bilans bien plus mitigés qui sont malgré tout toujours en cours de parution dans les plus grands des calmes. On passe le bonjour à Moray King et à Gravity Boys. Je suis salé forcément mais plus sérieusement, vu les retours des lecteurs japonais sur la série, c'est clairement le héros de l'histoire et sa personnalité malhonnête qui ont posé problème. Il y avait même eu une polémique au sujet du terme plagiat utilisé dans le manga car pour vous resituer le contexte, le héros est un mangaka sans talent qui va malgré ça réussir à percer dans le Jump en plagiant une œuvre qu'il reçoit chaque semaine de 10 ans dans le futur. Et comme les japonais aiment s'identifier à des protagonistes aux valeurs plus honnêtes, c'est sans doute ça qui a tué le manga d'entrée de jeu, ou du moins en partie. On passe à la suite avec l'un des événements de l'année, à savoir la fin de Yuna de la Pashiguragi après 4 années de publication, une fin cette fois-ci souhaitée par l'auteur Tadahiro Miura, qui semblait avoir fait le tour de son histoire qui s'est donc achevée en 24 volumes et 209 chapitres. Une dernière année assez mitigée pour ce Eishi qui a récolté cette 22e place et une moyenne de 11,27 en 24 présences dont 14 trios de fin. Les éditeurs l'auront tout de même soutenu jusqu'au bout puisqu'il avait eu droit à 6 pages couleurs, souvent synonyme de démonétisation pour mes vidéos. Le manga est disponible chez Pika Edition. 21e rang pour Bonne Collection qui fait partie des échecs de l'année et même l'un des plus gros si on se fie à ses ventes désastreuses. Une preuve que les classements du Jump ne sont pas toujours forcément révélateurs car son bilan reste globalement assez moyen sans pour autant être très négatif. Du moins, quand on voit un 10,29 de moyenne, on se doute pas que le manga ait pris fin en seulement 2 opus quoi. Un cran au-dessus, on retrouve une autre nouveauté au bilan assez similaire et pourtant, celle-ci est toujours là. En effet, Moray King peine à convaincre depuis ses débuts dans le numéro 20, je fais plus précisément référence à ses faibles ventes. En termes de classement, c'est globalement moyen, le manga alterne le milieu et le bas du tableau, ce qui justifie pleinement cette moyenne de 10,18. Même si je pense que ces chapitres sont comptés, cette comédie a tout de même le mérite de poursuivre son aventure dans le Jump. 19e place pour Mission Yozakura Family qui nous propose sans doute l'un des bilans les plus intéressants de l'année. Il faut savoir que cette série d'action avait démarré 2020 comme elle avait terminé 2019, c'est-à-dire très mal. Beaucoup de classements en dents de scie avec notamment 14 trios de fin, mais arrivé au second semestre, Yozakura a littéralement redressé la barre en s'invitant beaucoup plus souvent dans le haut du tableau. Un gain de popularité qui n'est pas passé inaperçu puisque les éditeurs lui ont réservé 5 pages couleurs et des réimpressions pour ses premiers tomes, le tout avec des ventes qui suivent assez bien même si on est encore en droit d'en attendre un peu plus pour un manga du Jump, et cerise sur le gâteau, le manga a récemment été annoncé chez Kana pour 2021. Et c'est Magu-chan God of Destruction qui figure à la 18e place suite à son 9,54 de moyenne en 22 apparitions. Des débuts assez timides également pour cette énième nouveauté qui a tout de même bénéficié de 6 pages couleurs, sachant qu'une nouveauté a toujours droit à la couverture et 3 pages couleurs dont une double pour son premier chapitre, puis d'une autre pour son second chapitre, cela veut dire que la série a été mise en avant à 4 reprises différentes, ce qui est vraiment pas mal pour une si récente série. Reste à voir ce qu'il va advenir d'elle puisqu'il va lui falloir encore du temps pour s'installer dans le magazine. Magu-chan est légèrement devancé par une énième comédie et il s'agit de Mitama Security Spirit Buster cette fois-ci. Malheureusement le manga a été écourté en milieu d'année après un total de 47 chapitres.
Alors certes, ses ventes étaient largement insuffisantes, mais on peut constater que la série plaisait assez bien aux lecteurs du Shonen Jump, 9,46 de moyenne et même un podium à son actif, ajoutez à cela 3 pages couleurs et un double chapitre dans le Jump numéro 13, cela nous démontre bien qu'avoir un petit soutien dans le Jump n'est pas toujours suffisant pour assurer son avenir. Car il faut savoir qu'un lecteur du Jump qui apprécie la série ne passe pas forcément à la caisse lors de la sortie des tomes de celle-ci. On enchaîne avec la 16ème position qui revient à Hard Boiled Cop and Dolphin, qui est l'une des rares nouveautés de l'année à être encore présente parmi nous, et j'espère que ces semaines ne sont pas comptées car je vous avoue que les ventes de son premier tome me préoccupent déjà. La nouvelle série de Ryuhei Tamura, l'auteur de Belzebub, a tout de même franchi le cap des 20 chapitres, il a donc passé l'épreuve des 2 tomes j'ai envie de dire. En ce qui concerne ses stats dans le Jump, le bilan est assez timide mais rien de vraiment alarmant à signaler à ce niveau-là. Pour ma part, c'est clairement la série que je suis avec le plus d'attention parce que ça faisait vraiment très longtemps que je réclamais une œuvre avec une petite vibe Furio, donc ça fait plaisir. Grosse baisse de régime pour la comédie romantique We Never Learn qui décline de 6 positions par rapport à l'année passée. Cette romance apparaît donc au 15e rang malgré ce 8,42 de moyenne en 48 apparitions. 2021 sera probablement sa dernière année puisque la fin du manga a plus ou moins été annoncée avec la mise en place de 5 fins alternatives. Un We Never Learn un peu plus dans l'ombre des cadres du magazine mais encore et toujours énormément mis en avant. Un manga un peu plus dans l'ombre des cadres du magazine cette année mais encore et toujours mis en avant par les éditeurs avec notamment 11 pages couleurs, soit quasiment une page couleur par mois, c'est assez énorme. Il est devancé par Ayakashi Triangle qui se paye donc un assez bon 14e rang pour sa première apparition. Le nouveau Eishi attitré du Jump s'offre ainsi une moyenne de 8,08 en 23 présences dont seulement 2 trios de fin, mais surtout un top 3 en guise de tout premier classement. Des débuts prometteurs qui ont rapidement été récompensés par de nombreuses pages couleurs et des ventes à la hauteur des espérances, il n'y a clairement que du positif à tirer de cette année pour la nouvelle œuvre de Kentaro Yabuki, à qui l'on doit les mangas To Love Ru ou encore Black Cat pour la petite anecdote. On enchaîne avec ce qui est, à mon sens, la 3ème meilleure nouveauté de l'année en termes de vente, à savoir Undead Unluck, longtemps pressenti comme le Eishi qui était censé remplacer Yuna, dû à son one-shot plutôt dans ce ton-là. C'est plutôt dans un registre d'action que semble s'épanouir l'auteur. 8,07 de moyenne, ouais, il devance littéralement d'un poil de cul son prédécesseur, des ventes prometteuses, de nombreuses pages couleurs, une première année quasi pleine pour Undead Unluck qui avait même bénéficié d'un second lead color, donc c'est maintenant une certitude, l'avenir du Jump semble donc clairement s'inscrire avec lui. J'ai longuement hésité à l'intégrer au classement au vu des terribles événements que la série a subis, mais justement c'est bien le mot, Actage n'a fait que subir les conséquences de sa sous-merde de scénariste impliqué dans des scandales d'harcèlement sexuel sur mineurs, sur lesquels je ne reviendrai pas. Pour le superbe travail réalisé par sa talentueuse dessinatrice Shiro Uzazaki et de son équipe ainsi que les éditions Kiun et pour les fans de la série, je ne pouvais ignorer sa présence car mine de rien, tous les voyants ou presque étaient au vert. Malgré sa sortie du top 10, Actage affiche une convenable moyenne de 7,96 en 31 apparitions dont 4 sur le podium et 2 trios de fin. Suite au fameux scandale lié à son scénariste, le manga fut annulé dans le Jump numéro 36-37 alors qu'on attendait plus que l'annonce d'une adaptation animée, j'ai envie de dire. Une suite logique pour un manga qui ne cessait de monter en puissance aussi bien dans le Jump que sur le marché, où chaque nouveau tome se vendait plus que l'autre. C'est vraiment regrettable et je tenais à lui rendre une dernière fois hommage en quelque sorte. Et c'est Chainsaw Man qui échappe de peu au top 10 pour sa 2ème année de publication, même s'il apparaît quand même à la 11ème place de ce top. Il paye malheureusement son mauvais début d'année car son très bon second semestre n'aura pas suffi à ce qu'il prétende à mieux. Il faut aussi dire que la concurrence était de taille car il a quand même su redorer son année avec un 6,68 de moyenne. Aucune absence à signaler, 16 pages couleurs, seul Jujutsu Kaisen en a obtenu plus. Et enfin à l'approche de son 100ème chapitre, il faut surtout souligner que le responsable éditorial du manga a annoncé que Chainsaw Man se trouvait actuellement dans sa phase finale. On dressera un bilan global sur le Jump un peu plus tard, mais ça ne présage encore une fois rien de bon pour le magazine. Cela dit, le manga va certainement se conclure en apothéose pour une œuvre maîtrisée de A à Z, donc lisez Chainsaw Man, c'est ultra lourd. On arrive enfin au top 10 avec un déclin de 5 places pour Black Clover. Rien de bien inquiétant pour le Neketsu de Yuki Tabata qui a déjà fait ses preuves dans le magazine, mais cette baisse de régime est simplement due à la mise en avant d'autres mangas. Je pense notamment à des Demon Slayer ou des Jujutsu Kaisen par exemple, qui lui ont sans aucun doute privé de beaucoup plus de pages couleurs que d'habitude. Mis à part ça, les mages offrent une moyenne tout à fait honorable de 6,36 contre 44 apparitions et 4 pauses. Rien de plus à ajouter si ce n'est qu'il est apparu seulement qu'à 3 reprises sur le podium, mais aussi une fois dans le trio de fin, une première pour le manga. Il est devancé par Mien Roboko et je vous assure que ce n'est pas une blague. Ce gag manga affiche un très bon 5,92 de moyenne qui confirme qu'il est loin d'être à la ramasse dans le Jump contre toute attente. Mais peut-on qualifier ceci de surprise? Eh bien j'ai envie de dire que non, puisque cette performance illustre parfaitement ses débuts où il se positionne constamment dans le haut du tableau et même souvent dans le top 5. Sachez que son premier tome s'est écoulé à plus de 11 000 exemplaires en 2 semaines, ce qui n'est pas mauvais pour un gag manga loin de là, et il surpasse même le score des premiers volumes de Hard Boiled Cop and Dolphin et ainsi que Magu-chan. 8ème rang pour la révélation de l'année du magazine, je fais bien sûr référence à Mashal qui a clairement réalisé le meilleur démarrage parmi les nouveautés. Plusieurs stats intéressantes à relever, notamment le fait qu'en 41 apparitions, il n'a jamais quitté le top 10. Le manga d'Hajime Komoto s'est même invité 5 fois sur le podium, de quoi lui valoir cette très bonne moyenne de 5,89, encore une fois ça se joue à quelques détails.
On peut aussi relever que cette comédie saupoudrée d'action s'est aussi très vite attiré les faveurs des éditeurs, puisqu'elle a pu bénéficier de 2 lead colors ainsi que de 13 pages couleurs, une manière de récompenser sa montée en puissance dans le jump ainsi qu'une popularité croissante qui s'est également convertie au niveau des ventes qui s'avère elle aussi prometteuse. Que dire de plus si ce n'est que sa licence a déjà été acquise par un certain éditeur qui devrait l'annoncer très prochainement. Je l'ai mentionné plus tôt et il est donc temps de dresser son propre bilan. Jujutsu Kaisen obtient donc la 7ème place de ce classement, soit légèrement mieux que l'année passée. Quelque chose me dit que cette prestation va en frustrer plus d'un, c'est clairement l'anime du moment mais disons que son analyse reste relativement similaire à celle de Chainsaw Man. Un début d'année un peu plus terni par quelques apparitions dans le bas du tableau et un second semestre qui lui aura permis de se reprendre de la meilleure des manières. Il récolte donc logiquement une moyenne de 5,61 en 48 apparitions dont un chapitre spécial dans le 50e numéro. Et à noter qu'à l'instar de Demon Slayer l'année passée, les éditeurs ont clairement profité du lancement de son animé pour le mettre encore plus en avant dans le jump. 4 lead colors, 18 pages couleurs ainsi que 10 podiums, il s'agit tout simplement du manga qui a bénéficié du plus gros soutien éditorial en 2020. Une année qui aura également permis au manga de JJ Akutami de non seulement franchir le cap du 100ème chapitre, mais aussi de confirmer sa montée en puissance puisque Jujutsu Kaisen figure dans le top 10 des mangas les plus vendus de l'année. On reviendra dans la semaine sur ce dernier en détail dans une autre vidéo dédiée au Toporiko. 6ème place pour l'une des fins les plus marquantes de cette année, celle d'un manga qui m'aura en grande partie donné envie de me lancer sur YouTube, à savoir The Promised Neverland. Si sa fin n'a pas convenu à tout le monde, le manga de Keiichi Shirai et Demizu Pozuka aura malgré tout su tirer sa révérence sous le feu des projecteurs. En effet, quasiment tous les facteurs sont positifs pour lui, que ce soit au niveau des ventes où on retrouvera encore TPN dans le top 10 de l'année, ou bien dans le Jump où il affiche un excellent 3,80 de moyenne. C'est légèrement inférieur à l'année passée, mais tout aussi louable. Et pour aller plus loin dans les stats, comme vous le voyez, The Promised Neverland a encore une fois profité de nombreuses pages couleurs, mais aussi profité de 3 petites pauses afin de permettre aux auteurs de prendre leur temps pour mettre en place la fin de l'histoire, une œuvre qui est arrivée à son terme en 20 tomes, ce qui était initialement prévu par les auteurs. On arrive déjà au top 5, le moment est donc venu de dresser le dernier bilan du manga Haikyuu, un clap de fin avec les honneurs puisque le manga remonte de 2 positions par rapport à l'année passée grâce à un excellent 3,74 de moyenne. Une série de sports centrée sur le volleyball dont la fin a laissé un grand vide dans le magazine puisqu'encore aucune nouveauté n'a pris sa relève. Une relève qui sera difficile à combler car on parle de l'un des plus grands succès sportifs du Shonen Jump et surtout du manga de sport le plus long de l'histoire du magazine, rien que ça. Le 45e et dernier volume s'est comme vous l'imaginez très bien vendu, à l'image du regain de forme affiché par la série cette année, bien aidé par le retour de son animé avec une 4ème saison longuement attendue. On peut aussi mentionner qu'Haikyuu rentre dans le cercle très fermé des œuvres ayant dépassé la 400ème de chapitre, avec son chapitre final paru dans le Jump numéro 33-34, soit le dernier que j'ai traité sur la chaîne. Progression de 2 positions pour un Neketsu que l'on ne présente plus, à savoir My Hero Academia qui figure donc au pied du podium. C'est très clairement le manga qui a effectué la plus belle remontada puisque je vous rappelle qu'il était 6ème sur le bilan du premier semestre. Son incroyable série de 12 podiums consécutifs lui aura permis de prendre le dessus sur d'autres piliers comme The Promised Neverland, Haikyuu et j'en passe, qui avaient pourtant une légère avance sur ce dernier. Au final, c'est bien My Hero Academia qui les devance avec une moyenne de 3, difficile de faire plus carré. Une nouvelle année plus que jamais au top pour le manga de Koi Horikoshi, qui a aussi profité de quelques pauses supplémentaires par rapport à l'année passée, soit 6 au total, certainement afin de lui permettre de mieux bosser dans l'ombre sur le 3ème film de la série qui a récemment été annoncé pour l'été 2021. On enchaîne avec le podium et je pense qu'il est inutile de faire durer le suspense puisque vous avez sans doute déjà deviné l'identité du trio de tête. En commençant par Dr Stone qui s'offre une médaille de bronze bien méritée au vu de sa régularité exemplaire à ce niveau tout au long de l'année. Réel habitué du podium où il s'est invité à 25 reprises, c'est simple, seul One Piece fait mieux. Un constat qui en dit déjà très long sur la prestation de la série du duo Reiichiro Inagaki et Boichi, qui s'offre donc une excellente moyenne de 2,80. On pourrait presque regretter que ses ventes ne décollent pas plus que ça, car au final, Dr Stone semble déjà stagner à ce niveau-là, même si elle reste encore plus que correcte. Il est devancé par le monument One Piece contraint de délaisser son trône cette année, une première depuis de nombreuses années bien que le manga affiche une exceptionnelle moyenne de 1,56 en 35 apparitions. Malheureusement ce ne sont pas les 13 pauses d'Eiichiro Oda qui sont à l'origine de cette 2ème place, synonyme de défaite pour certains fans, mais je vous vois venir déjà. Non, en réalité c'est ironiquement l'accumulation de 2ème position qui lui a valu cette 2ème position sur l'ensemble de l'année. Malgré une année irréprochable et une mise en avant toujours aussi accentuée par les éditeurs, One Piece voit donc échapper non seulement à la première place du plus célèbre des magazines, mais aussi celle du Top Oricon, où il apparaît même à la 3ème place derrière Demon Slayer et un certain Kingdom. Donc même si tout cela sonne négatif, il est important d'insister sur le fait qu'il s'agit malgré tout d'une nouvelle année solide au plus haut niveau pour Eiichiro Oda. Et enfin on termine sans surprise avec le manga qui aura tout raflé cette année, une année record dans tous les domaines pour Demon Slayer qui s'empare logiquement du trône. 1,44 de moyenne en 21 apparitions dont 16 sur le podium et surtout 9 top 1. C'est simple, les seules fois où la série ne figurait pas sur le podium correspondent aux fois où elle n'était pas classée suite à ses pages couleurs. Si la fin du manga en elle-même a beaucoup divisé sur les réseaux, Koyoharu Gotoge aura su tirer sa révérence au bon moment, en pleine heure de gloire.
Au final, Demon Slayer en 2020, c'est plus de 82 millions d'exemplaires vendus, je vous jure, c'est hallucinant. Un record tout simplement pulvérisé sur lequel on s'attardera plus en détail dans le Toporicon. C'est aussi plus de 120 millions de copies en circulation au total, soit l'équivalent d'un Bleach, sauf que la différence est que Demon Slayer a réalisé une telle prouesse avec seulement 23 volumes, stratosphériques. Du coup, il est maintenant intéressant de dresser un bilan plus global de 2020, afin de voir quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette année et à quoi peut-on s'attendre pour 2021. Au total, c'est pas moins de 35 séries différentes, 36 si on compte le spin-off de Dr. Stone, qui ont sorti au moins un chapitre au cours de l'année. Parmi elles, 8 mangas ont subi un triste sort en étant arrêtés prématurément par les éditeurs, faute d'une popularité et de ventes jugées insuffisantes. Cela concerne donc Tokyo Shinobi Squad, Be-Children, Samurai 8, Zipman, Guardian of the Witch, Mitama Security Spirit Busters, Bonne Collection, et enfin l'élite parmi l'élite, Time Paradox Ghostwriter. En parallèle, nous pouvons ajouter la fin de 4 piliers du magazine, qui ne sont autres que Yuna de la Persuuragi, The Promised Neverland, Haikyuu et bien sûr Demon Slayer. Une véritable hécatombe si on ajoute à cela l'annulation dramatique d'Actage sur laquelle reposaient pourtant beaucoup d'attentes et d'espoir pour l'avenir. Malheureusement on connaît les faits, c'était tristement inévitable, ce qui nous fait donc un total de 13 séries qui ont pris fin pour X ou Y raison, et vu les séries citées, c'est plus que jamais inquiétant. Allez, et histoire de rajouter encore plus de sel aussi objectivement que possible, l'avenir des séries comme Agravity Boys, Mori King, Magu-chan, Hardboiled et bien d'autres semble déjà incertain, en espérant que ces dernières nouveautés permettent au magazine de repartir de l'avant et justement, on va pouvoir passer à mes attentes personnelles pour 2021. Si à travers les sinistres nuages de cette sombre année, des mangas comme The Promised Neverland et Haikyuu ont maintenu d'excellentes ventes jusqu'à leur fin, 2021 s'annonce tout aussi problématique que 2020, car le Jump ne pourra plus compter sur ces deux piliers pour assouvir son emprise sur le marché japonais. Heureusement pour la Shueisha, j'ai envie de dire, bien qu'il soit terminé depuis le mois de mars, Demon Slayer sera encore d'actualité pendant un long moment puisqu'il reste encore une grosse dizaine de tomes à adapter en anime. Kimetsu sera donc sans aucun doute encore l'atout majeur numéro 1 de la Shueisha l'année prochaine, d'autant plus qu'il commence déjà l'année avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus et que les ventes de son 23e et dernier opus compteront pour l'année prochaine également. Il va donc falloir que des nouveautés s'installent impérativement dans le magazine et ce, sur la durée. Si l'avenir semble déjà s'écrire avec Mashle, Undead Unluck, Ayakashi Triangle ou encore Mission Yuasaku la Family, cela ne suffira jamais à combler le départ d'une poignée de séries qui s'écoulait à plusieurs millions d'exemplaires chaque année. De cette façon, j'espère dans un premier temps que les éditeurs nous proposeront un nouveau manga de sport pour pallier à la fin de Haikyuu, ainsi qu'une nouvelle comédie romantique car We Neverland arrivera à son terme dans quelques semaines, et c'est aussi une fin de Chainsaw Man qu'il faut envisager pour 2021. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos attentes et de vos coups de cœur parmi les dernières nouveautés, en vous rappelant qu'il n'est jamais conseillé de s'emballer pour un nouveau venu, puisque leur sort n'est jamais très certain dans un magazine aussi impitoyable que le Shonen Jump. Malgré tout, c'est aussi ça qui participe à rendre ce magazine si unique et si fascinant à suivre chaque année. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet, donc je vous laisse avec l'intégralité des couvertures du Shonen Jump parues cette année, car c'est aussi en quelque sorte ça qui fait sa magie, voilà, les covers du Jump c'est toujours des classiques, et ça nous permet accessoirement de prendre un peu de recul en images sur cette année. Sur ce, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Ce genre de vidéo me prend comme toujours un temps fou, donc je compte sur vous pour me faire au moins un retour dessus, c'est surtout ça le plus important. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour une nouvelle auto-lecture ainsi que le bilan du Toporicon. Bref, sinon je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta et me soutenir sur Utip si vous le souhaitez. Tous les liens sont disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.